m'appelle Benjamin, j'ai 35 ans et je suis dans l'immobilier maintenant depuis plus de 13 ans. Plus de 13 ans, même si ce n'était pas mon premier métier au départ, puisque moi j'ai commencé par un CAP dans les espaces verts, donc rien à voir. Euh, Ensuite, je suis parti sur un brevet professionnel et ensuite j'ai fait un BTS technico-commercial dans les végétaux d'ornement. Et suite à ça, en fait, avec les aléas climatiques, enfin, c'est pas quelque chose ça m'a pas fait vibrer. Donc du coup, bah, je me suis dit, tiens, pourquoi pas me lancer dans l'immobilier. Donc ça a surpris du coup toute la famille, puisque j'avais pas du tout d'études là-dedans. Euh, mais du coup, j'ai été la bonne vieille méthode, j'ai fait un CV, j'ai été dans une dizaine d'agences déposer mon CV, et Guy Hockey m'a rappelé, et Century 21. Et de là, l'aventure a commencé puisque je suis rentré chez Guy Hockey. J'ai suivi toute la méthodologie. J'étais un bon élève, je pense. Et j'ai assez vite performé dans le métier au point de me faire débaucher pour partir dans une autre société qui m'a fait devenir responsable dans des délais assez rapides puisque à l'âge de 27 ans, je prenais la responsabilité d'une agence avec trois personnes à l'intérieur. Et voilà, et donc une belle aventure quoi. J'avais commencé sur la première année à faire 80 000 euros de chiffre hors taxe. C'est Voilà. énorme quand même pour une première, non? Ben, c'est énorme. Dans le secteur de Pau. Ça m'avait juste permis de me sortir de ce qu'on appelle des avances sur commission. Dans l'immobilier, c'est un peu, on est bizarrement payé quand tu prends un statut de salarié Ouais. dans l'immobilier. Parce que souvent, tu as des patrons qui raisonnent en avance sur commission. Donc, ils te Mm. prêtent de l'argent que tu dois leur rembourser sur tes futures commissions. Ok. Donc, tu cours toujours après ton chiffre. Et 80 000 euros hors taxe, c'était le chiffre qu'il fallait faire pour se sortir de ces avances sur commission et commencer à gagner sa vie. Donc, première année, dure. Par contre, seconde année, je commence à monter au niveau du chiffre d'affaires. Je passe à 140 000 euros hors taxe. Ouais. Donc, je suis un peu plus de 3 000 euros par mois. J'ai 24-25 ans. Et là, c'est vrai que j'ai l'impression que tout me sourit, comparé à la vie qui m'attendait quand j'étais jardinier, où j'aurais été avec peut-être au départ un SMIC, et en espérant évoluer rapidement. Mais ça aurait été compliqué dans la boîte dans laquelle j'exerçais dans les espaces verts à l'époque. Ben moi, on était au collège ensemble avec toi, Ouais. donc c'est là qu'on s'est rencontrés. Sixième E. 6e E. Et dédicace à toute sixième E. Là, s'ils se reconnaissent, ouais, s'ils Ouais, écoutent ça. ouais, ils se reconnaissent certains. Et du coup, après, on a pris des chemins différents à la fin collège, on va dire. Lycée, et je suis parti en école d'ingénieur parce que je savais pas où aller, je savais pas quoi faire. Je voulais rester un petit peu dans la région. Après, ça m'a pas plu l'école d'ingé, j'en ai profité pour voyager. L'avantage, c'était qu'il y avait plein de stages, donc j'ai fait Roumanie, Angleterre, Espagne, etc. Je voulais pas être ingénieur, ça je le savais. Mon tuteur, qui lui avait changé de voie, était un ancien de mon école, il m'a conseillé de faire un an en école de commerce. Donc on continue les études. Et du coup, je suis parti faire une école de commerce parisienne, où j'ai fait 6 mois à Paris, 6 mois à Madrid. Et là, j'ai adoré. Donc on voyait tout ce qui était gestion d'entreprise, c'était des classes multiculturelles avec... il y avait russe, chinois, espagnol, colombien, français, italien. Et on travaillait, c'était beaucoup de travaux de groupe qui nous apprenaient à travailler avec d'autres cultures. Donc c'était super intéressant et enrichissant. Et à la sortie de ça, j'ai su que je voulais entreprendre parce qu'il y avait eu des interventions d'entrepreneurs, ça me plaisait. Mais il fallait un petit peu d'argent. Donc on sait qu'on faisait de l'argent en finance. Donc j'ai voulu me lancer en finance. Je suis parti à Londres en banque d'investissement, 9 mois. C'était sympa. Ouais. Mais j'étais à l'ordi toute la journée et je me suis aperçu que c'est pas ce que je voulais, que j'avais envie de revenir dans le sud-ouest à Pau, voir mes amis, reprendre le foot que j'aimais beaucoup. Donc j'ai choisi le bonheur plutôt que l'argent malgré l'offre de job qu'il m'avait proposé. Et donc en rentrant à Pau, j'ai cherché du boulot. Alors peut-être que j'étais un peu déconnecté de la réalité aussi, j'avais peut-être des exigences peu trop élevé en rémunération. Quand tu sors de ces écoles de commerce, on te monte un peu le bourrichon, on te dit que tu vaux ça sur le marché. Si t'as pas ça, tu te dis c'est de la merde, j'y vais pas. J'ai fait un peu ça au début, après j'ai descendu un peu la grosse tête, on va dire. Et du coup, je me suis lancé en famille, je me suis associé avec ma mère. Elle ne souhaitait pas du tout entreprendre, un peu de sous de côté, ce que j'avais pas. Par contre, elle revenait de mission et donc du coup, on a dit pourquoi pas se lancer. On a cherché un secteur, on a fait le salon de la franchise parce qu'on n'avait pas d'idée. Et du coup, on s'est lancé dans les salles de sport. La franchise Orange-Bleu, pour pas la citer, petite pub. On est très content. Et du coup, on a ouvert une salle à Tarbes, à côté de Pau, dans le 65.
Et après, une autre à Pau. Ça a bien pris. Après plusieurs années, bon, les cycles étaient toujours les mêmes. Moi, j'avais mis le souhait de changer d'activité. Donc, j'ai pris du retrait par rapport à tout ça. On a mis en place des responsables. Moi, j'y travaille plus. Je suis toujours associé. Parlons-en. Donc, moi, si vous voulez, donc, je rentre dans une entreprise sur les extérieurs de Pau en 2015. Je développe un secteur, il me nomme responsable d'agence et je suis un compétiteur un peu dans l'âme. Donc du coup, bon, ça fait 5 ans que je suis responsable d'agence et là, j'en ai pas marre, mais j'ai un peu fait le tour. J'ai une équipe qui est en place, qui est super, d'ailleurs je les salue. Me vient l'envie, moi, d'évoluer, de passer directeur commercial. J'évoque ce sujet-là avec mes 2 employeurs. Il me dit pourquoi pas, mais sois patient, etc. Peut-être un jour. Pour gérer du coup 4 ou 5 agences, je ne sais plus combien c'était à l'époque d'agences, sur la partie commerciale. Après 2 ans d'attente, entretien annuel, je dis à mes patrons, je dis est-ce que ça y est, on met quelque chose en place auprès des équipes ou pas du tout. Et là, mon patron me dit une vérité d'il y a 2 ans n'est pas forcément celle d'aujourd'hui. Ce qui est vrai, dans l'entrepreneuriat, ça peut changer. Ça Clairement. clairement. Et au contraire, j'en veux pas du tout parce que ça m'a permis de faire autre chose. Et clairement, une entreprise, ça bouge tout le temps. Donc, d'un mois à l'autre, on le voit. Et d'ailleurs, vous allez voir notre aventure, où est-ce qu'elle nous a mené avec Seb. Et donc, du coup, je dis oui, non, mais ça peut s'entendre, se comprendre. Donc, il n'y aura pas ce poste de directeur commercial qui sera créé. Pas de souci. De là, moi, j'ai un peu les boules pour rien cacher. Donc, du coup, avec Seb, on se dit, vas-y, toi, t'es chaud pour lancer une boîte. Moi aussi, avec toi, ça fait des années qu'on en parle. Comment on pourrait associer nos 2 savoirs pour créer un bon business? Ouais, et trouver un problème à résoudre. Et trouver, voilà, c'est toujours quand on crée une société, on part toujours d'un problème pour essayer de proposer une solution. Bon, ça, c'est notre vision des choses avec Seb. Et si tu proposes une solution où il n'y a pas de problème, souvent, tout le monde s'en fout, mais il n'y a pas de client. Voilà. Et donc, du coup, la naissance d'Hello Bien, je te laisse en parler un petit peu si tu veux. Du coup, nous, on est parti, on était dans une période où, c'est toujours un peu le cas, la profession d'agent immobilier est un petit peu décriée. Donc, on s'est dit comment aider des personnes. Il y avait de plus en plus de personnes quand même qui essayaient de vendre par eux-mêmes. Beaucoup n'y arrivent pas. 7 sur 10 à peu près. Ouais, 7 sur 10 personnes qui essaient de vendre par eux-mêmes et il n'y en a que 3 sur 10 à la sortie qui arrivent à vendre par eux-mêmes. Et là aujourd'hui ça se tend encore plus parce que le marché immobilier avec les taux d'intérêt qui explosent fait qu'il y a de moins en moins d'octroi de financement. Donc c'est chaud de PAP, là, de vendre de particulier à particulier. On est sur un marché beaucoup plus dur qu'à l'époque où on était, où on se lance, où là le marché était un peu haussier. Et du coup, on cherche à proposer une solution aux particuliers pour qu'ils arrivent à vendre par eux-mêmes, mais avec de l'accompagnement sans commission. Donc, vraiment casser tout le game avec le digital. Donc, en créant une plateforme immobilière dans laquelle on retrouve de la formation qui est payante. Il y a des modules gratuits, mais c'est beaucoup de connaissances. Il y a 6 à 7 mois de travail. Je peux vous dire, les gars, qu'on a il y a 20 heures de formation. Donc, avec ça, normalement, on a des compétences pour tout mener à bout. Et par la mise en place aussi de services partenaires, donc donner un accès à notre réseau construit, photographes, diagnostiqueurs, courtiers, etc., dont on a besoin, artisans, dont on a besoin durant la transaction, avec des remises exceptionnelles qu'on ne trouve pas tout seul. Et bien sûr, en étant guidé étape par étape avec des petites vidéos astuces, des emails qu'on reçoit. Donc, aller beaucoup plus loin qu'un site de dépôt d'annonce pour que votre transaction entre particuliers aille au bout. Le truc, c'est que quand on fait ce business, nous, on pense révolutionner l'immobilier, clairement. Moi, je me rappelle, putain, ça, dans un an, mon pote, on est millionnaire. Sauf que pas du tout. Bilan de notre société, 3 000 € de chiffre d'affaires hors taxe. Plus. Ouais. Combien? Les formations, je pense qu'on était plus vers les 5. Ouais, allez. 5 000. 5 000, on est 2. Je te laisse imaginer le délire. Est-ce qu'on arrive à vivre avec 5 000 € à 2? C'est juste impossible. Moi, en parallèle, et Seb aussi, mais j'aime bien aller jouer à la pétanque, tu vois. Rien à voir dans le délire, mais donc je pars jouer à la pétanque dans mon village natal. Et là, je croise ma petite Régine qui va du coup au cimetière, parce qu'il faut savoir que à côté du terrain de pétanque, il y a le cimetière. Donc voilà. Et là, Régine me dit: oh là là, Benjamin, je suis pas passé par ton site, j'y comprenais rien, je me sentais pas de vendre par moi-même mon bien immobilier.
Putain, et là je me dis, bon, ok. Donc je suis passé par une autre agence, par une agence. Et du coup, je me dis, bon, on ne se fait pas chiffre d'affaires. On arrive au pied du mur parce que Seb, il faut savoir qu'il était toujours associé sur ses salles de sport. Oui, Donc c'est pas le droit au chômage. Donc il le n'avait pas le deal, droit au c'est chômage. Donc le deal, c'est qu'il puisse se verser un minimum pour vivre. un SMIC, tu vois. Et moi, je percevais mon chômage. Mais sauf que tu perçois ton chômage pendant un certain temps. Aujourd'hui, c'est 18 mois et après, bah, tu l'as plus. Et là, en Oui, fait, le deadline. voilà, la deadline pour nous, c'était juillet 2023. Donc du coup, et quand je vois Régine, on était en... Un an avant, Ouais, quoi. ouais, un an avant, 2022. Et du coup, je rentre chez moi, j'appelle Seb et je lui dis, mais putain, franchement, mec, on s'assoit sur de l'argent là, alors qu'elle m'aurait donné un contrat, elle aurait été prête à payer une commission. Enfin, ça fait chier de passer à côté Ouais. de cet argent-là, puisque les gens aujourd'hui sont pas prêts encore à passer par notre site. Du moins pas tous, quoi. Et Pas puis, tous. ouais. Et puis il fallait faire une grosse levée de fonds en fait pour pouvoir améliorer notre site à l'époque. Ben, ça, c'était un peu on a cru qu'on allait nous voir rapidement sur Et Internet, bien sauf sûr. qu'en fait, il faut un gros budget Ah ouais, pour se montrer sur le web, et c'est ça qui a été dur, même si on a fait beaucoup de contenu. En local sur Pau, maintenant, on est beaucoup plus connu, mais bon, il faut se déployer, faire beaucoup de volume pour qu'Hello Bien marche. C'est des toutes petites marges, donc se déployer au national. ouais. Et là, c'était pas le cas, sans argent, on allait droit au mur, donc il fallait faire un petit pivot. Donc, Ben, du coup, petit pivot, donc du coup, on crée en fin juin 2022 une autre société qui s'appelle easybien.fr, si vous voulez aller voir sur Internet. Donc là, ben, notre petite société, quand on l'a créée, elle démarre vite parce qu'en plus, moi, avec mon ancienneté dans le avec du métier, réseau, ouais. j'avais un peu de réseau que j'ai recontacté et tout ça. Et puis là, c'était un peu dans le même domaine que j'exerçais à l'époque. Donc, ben, du coup, les gens me font vite confiance. Alors, ce que je conseille, c'est surtout de prendre une enseigne qui a une bonne formation en interne. Parce que aujourd'hui, les trois quarts des boîtes vont te dire, ouais, on te forme et tout ça. Sauf que dans la réalité, tu vas suivre le commercial qui est rentré le mois dernier et malheureusement, tu vas être mal formé. Du coup, tu vas te dégoûter du métier, tu vas pas faire de chiffre d'affaires et tu vas partir. Donc l'idée, c'est de prendre une structure qui forme vraiment. Donc là, il faut insister dans son entretien d'embauche en demandant à son futur employeur la méthodologie qu'il va mettre en place pour l'amener à performer à ce futur agent immobilier. Le statut de salarié. Donc là, souvent, tu es payé en avance sur commission. Ok. Ensuite, tu as alors le statut d'agent commercial qu'on peut retrouver en agence, c'est-à-dire que les patrons, la plupart du temps, te reversent 50% de la commission que tu vas percevoir, hors taxe, hein, toujours pareil, et ils gardent 50 autres pourcents pour te mettre en place en fait toute la communication, le logiciel, voilà, les différents sites internet, etc. Et la formation, normalement. Pour être à ton compte, il faut que tu aies ou une licence en droit ou un BTS profession immobilière, ou alors 5 années en tant que responsable d'agence, ou 10 ans, si je ne me trompe pas, en tant que salarié pour monter ta propre agence, avoir ta carte T, ta carte professionnelle pour exercer. Okay. Moi, je dirais d'aller voir déjà des agences autour de chez soi, des agences où on va avoir des panneaux de la publicité de ces agences-là. Déjà, c'est rassurant, on va se dire qu'ils arrivent à rentrer les contrats, à potentiellement vendre. Donc, ça veut dire que les commerciaux qui sont à l'intérieur sont certainement pas trop mauvais. Donc, du coup, je dirais de se rapprocher de ces agences-là si on n'y connaît rien, qu'on n'a pas de BTS ni quoi que ce soit, et qu'on ne puisse pas exercer à son compte dans l'immobilier. Donc, on est obligé d'avoir ou la carte forcément professionnelle d'un patron. Donc je te dirais, si tu connais rien, que tu avais mon âge à l'époque et que tu avais des parents qui étaient salariés et que ça te rassurait le salariat, de tenter l'aventure en tant que salarié dans une agence immobilière, c'est encore faisable, hein, avec le système d'avance sur commission, comme je t'expliquais un peu plus tôt. Si tu es un peu plus entrepreneur dans l'âme, tu peux prendre un statut d'indépendant. Donc agent commercial, donc peut-être au départ un statut d'auto-entrepreneur. Tu seras obligé d'avoir toujours pareil une carte professionnelle au-dessus de toi, donc ou un franchiseur, d'accord, ou au sein d'une agence immobilière. Quand je dis franchiseur, ça peut être un Orpi, tu vas payer des droits d'entrée, ils vont t'amener toute la communication, le fait de pouvoir exercer et une méthodologie. Voilà. Mais ça coûte quand même assez cher à l'entrée. Après, tu peux prendre, tu vois, il y a des réseaux comme IAD, Safety,
voilà, qui eux vont te reverser un certain montant de la commission. Souvent un peu plus élevé, mais tu as des redevances à payer aussi. Exactement, voilà, tu connais un peu le sujet. Oui. Et du coup, voilà, donc il y a ce statut-là, mais là c'est pareil, il faut vraiment voir qui va être ton parrain, parce que si ton parrain c'est la pompe à vélo du groupe, tu vas pas t'épanouir, quoi. Mm. Tu vas percevoir tes droits au chômage pendant 1 an et demi, et au bout de 5 ans et demi, si tu n'as pas fait de chiffres, tu vas arrêter, tu vas reprendre un boulot en tant que salarié ou autre chose, quoi. Ouais. Donc voilà, donc je te dirais vraiment, moi, en un, de choisir la bonne enseigne qui pourra t'amener une formation complète en tant que débutant. Et après, ben, si en fait de pas trop gagner ta vie au départ, ça te gêne pas, le fait d'être salarié, bon, ça peut être pas trop mal, voilà, mais souvent tu t'es exploité. Ouais. Et par contre, quand tu commences à être performant, là c'est sûr qu'il n'y a pas photo, il vaut mieux être agent commercial, clairement. Si tu es en reconversion, que tu peux percevoir le chômage, là ça peut être intéressant de tenter aussi l'aventure dans une belle structure directement en agent co. Ah oui, clairement. Si Ah tu as oui. des revenus pour te sécuriser, quoi. Oui, bien sûr, dans une belle structure, mais encore une fois, j'axe sur la formation, quoi, Ouais. clairement. Et une structure qui va te permettre d'être formé avant d'aller sur le terrain pour être un guerrier, quoi. J'aime Ok. bien cette image-là, mais Ouais. c'est vrai que c'est un métier, voilà, il faut être prêt à se remettre en question, faire preuve d'empathie et pas avoir peur des échecs, parce que des échecs, on en prend tout le temps, mais c'est pas grave. Moi, je vais être assez tranché, c'est affreux, mais ça va t'offrir une carte, le droit d'exercer après à ton compte. Est-ce que ça va t'apprendre vraiment le métier? Tu vas avoir quelques stages, mais sur le terrain, il y aura un gros écart entre la théorie et la pratique. Comme moi, quand je faisais mon BTS en tant que technico-commercial, dans les végétaux d'ornement, on me faisait espérer qu'un jour je serais chef d'équipe, etc. Mais pour l'avoir fait par alternance, ma formation, je savais très bien qu'il n'y avait aucun poste à pourvoir de chef d'équipe à la sortie. Voilà, donc là, en fait, le fait de faire ton BTS va te donner un droit d'exercer, mais la théorie que tu auras appris en cours, ça ne sera pas du tout la réalité avec le terrain. En termes juridiques, oui, tu seras dans les clous, mais sur le reste, ça va être compliqué. Voilà. Et par expérience, moi, quand j'étais responsable d'agence, on faisait des fois des entretiens d'embauche avec des gens qui avaient fait l'ESC, etc. On leur faisait simplement faire un petit jeu de rôle pendant les entretiens. Et ce simple jeu de rôle, les gens sortaient la chemise trempée. Parce qu'ils n'étaient pas du tout. Ils n'étaient pas prêts au Ils technique n'étaient pas commercial prêts, et ils tout n'étaient ça. pas à l'aise à l'oral spécialement. Alors qu'aujourd'hui, quand tu veux faire du commerce, il faut quand même un bon sens relationnel. Et ça, c'était compliqué quand même pour eux. Donc, mais tu vois, j'ai un autre exemple aussi là qui me vient en tête. On fait des vidéos sur TikTok. Et là, j'étais contacté par une demoiselle de Seine-Saint-Denis qui me disait est-ce que tu donnes des cours? Parce que je dois passer mon BTS en mai. Est-ce que je peux te payer pour que tu donnes des cours pour apprendre à accélérer? Parce que je ne pompe rien à ce que je reçois, parce que c'est des cours par correspondance. Et quand même, en anglais, je me dis le cours professoral, où ils se remettent en question dans la façon d'écrire leur texte, un énorme écart entre la réalité du business et ce que tu apprends en classe, quoi. Ouais. C'est sûr que si tu as un gars qui a jamais fait de la vente sur le terrain, qui vient t'expliquer que tu as la technique son cas, sécurité, orgueil, nouveauté, je sais plus ce que c'est, tu vois, pour te dire, et que tu dois classer ton client pour voir s'il est sécuritaire, s'il est dans la nouveauté ou dans l'orgueil, c'est du pipeau ça. Ouais. Quand tu es en rendez-vous. face à face, ben voilà, il faut analyser très vite, il faut percuter, et si tu es en train de te faire tes petits trucs là que tu as appris en cours, c'est compliqué, quoi. Donc il vaut mieux pour moi avoir quelqu'un du terrain pour t'enseigner vraiment la partie commerciale. Après, tout ce qui est partie juridique, fiscalité, etc. Là, bon, c'est pas, voilà, c'est des textes à bosser, et donc ça s'acquiert en étudiant, voilà. Ok. Donc voilà, ça aussi, tiens, un petit conseil à ceux qui veulent se lancer, de vraiment prendre le temps de poser les questions à des agents immobiliers, hein. Vous pouvez tout Ouais. simplement appeler une agence, c'est une super démarche, et dire, ben voilà, j'aimerais que vous me parliez un petit peu de l'immobilier, comment ça se passe, les différents statuts, et l'être humain aime bien parler de lui, donc Oui. forcément il va vous répondre, je pense. Et puis ça montre que vous avez la bonne personnalité de ne pas avoir peur d'appeler aussi dans les agences. Ouais, exactement. C'est une bonne démarche qui sera plus et reconnue. Exactement. EasyBien.fr, ben c'est une nouvelle marque, on dépose, etc. Et puis on veut y mettre du sens et notre ADN aussi, donc aider, toujours pareil, les clients à finalement avoir un super service sans payer trop cher. Donc, il faut se dire qu'une agence immobilière, on a quand même des frais en termes de communication, enfin, il y a des assurances, il y a plein de choses. Donc il faut arriver à se payer aussi, hein. L'idée, c'est quand on entreprend, tu ne peux pas faire gratuit parce qu'il faut se payer à la sortie. Donc on décide de partir sur des forfaits fixes
Voilà, donc nos forfaits fixes, c'est de 0 à 400 000 euros net vendeur. En commission d'agence, on prend 7 000 euros TTC. 7 000 euros de TTC. Qui dit mieux, les amis? Non, mais 7 000 euros TTC, ce qui permet aujourd'hui, finalement, à un particulier qui souhaite vendre, d'avoir un service quand même haut de gamme, à moindre frais comparé à d'autres agences. Ouais. Je te prends un bien à 400 000 euros aujourd'hui, qui passe, je sais pas, sur... allez, on va prendre Orpi, pour pas les nommer. Orpi, Century, Désolé, peu importe. mais ils sont Désolé, plusieurs. gars. Mais on s'apprécie, hein, entre confrères, bien sûr. Du coup, 400 000 euros, tu vas être à 25 26 000 euros de frais d'agence. Quand nous, on est à 7 000. Tu vois. Et au-delà de 400 000, on passe à 14 000 euros de frais d'agence. Voilà. Et avec Seb, ce qui nous tenait à cœur, c'est d'amener de la transparence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les annonces sur EasyBien, elles sont géolocalisées sur quelle plateforme, en exclusivité, sur hellobien.fr, notre première société. Du coup, on s'est servi du fait qu'on ait une carte avec la géolocalisation précise des particuliers, etc. Maximum de photos. Voilà, un maximum de photos, un agenda comme Doctolib où on peut caler ses créneaux de visite sur hellobien.fr. On s'est servi de cette plateforme immobilière, donc hellobien.fr, pour mettre tous les biens qu'on va rentrer, tous les contrats qu'on va rentrer avec easybien.fr sur la carte de hellobien.fr. Comme ça fait connaître hellobien.fr et ça permet d'amener de la transparence. D'ailleurs, chez nous, c'est quoi notre petit dicton, là, entre guillemets? Redorer le blason de l'agent immobilier en amenant de la transparence, donc via la plateforme Hellobien pour les acheteurs, où ils ont toutes les infos, ils savent où ils vont, c'est géolocalisé, ils ont plein de photos, le détail, etc. Et auprès des agents commerciaux, parce que les gros problèmes qu'on avait cernés, c'était des commissions trop élevées et un problème de compétence, où c'est même pas leur faute, mais des fois il y a des grosses erreurs professionnelles qui sont faites en rendez-vous. Nous, quand on passe après, c'est hallucinant, mais c'est parce qu'ils sont laissés à l'abandon. On met en place une formation, un suivi très poussé pour nos commerciaux, pour les amener à la réussite et qui soient compétents et sérieux, parce qu'il y a une image de marque. On veut qu'EasyBien soit une marque de confiance pour les gens qui fassent appel à nous. Exactement. On fait très vite une vingtaine de ventes, en même pas un an, voilà, rapidement, sur un réseau qui n'existait pas. Et nous prend l'envie de développer ce réseau avec des gens qui n'ont pas forcément un cursus scolaire, par exemple. On s'en BTS, fiche on clairement s'en du fout, parcours d'où vous venez. Viens comme tu es. Ouais, Non, c'est mais vrai. clairement. Il y a toujours des gens qui te disent ouais, moi l'immobilier, ça me tenterait, mais j'y connais rien. Et alors moi, ce que je leur dis direct, c'est est-ce que tu es prêt, toi, à encaisser, à te former, etc. Et si c'est le cas, ben vas-y, viens et on t'embauche. On signe un contrat et c'est un contrat d'agent commercial chez nous. On est indépendant. On est indépendant avec 70% de la commission qui te sera reversée. Au minimum. Au minimum, voilà. Et avec une vraie éthique au niveau de l'entreprise. D'ailleurs, on a une petite... Technique, ouais. Ouais. C'était Alexandre Astier qui l'avait dit une fois, là, de Kaamelott. En gros, il voulait plus travailler avec des cons et du coup, il bosse qu'avec des gens avec qui il peut manger en tête à tête. Donc nous, c'est un peu le deal. Il faut que tous les deux, on puisse manger seul avec la personne en tête à tête et dès qu'on a un doute, on ne prend pas, quoi. Donc tous les gens qui sont rentrés chez nous, je ne sais pas s'ils le savent tous, si on leur a tous dit, mais on est très heureux au quotidien de bosser avec. Ouais. Et je pense que ça en fait partie parce que les compétences avec la formation qu'on amène, on sait qu'on va leur amener. Pour réussir le métier, être motivé, tenace et régulier surtout. Ça sert à rien d'être intense au départ et de s'écrouler parce qu'au début c'est toujours dur. C'est vraiment sur la durée qui est... T'as une phrase que tu aimes bien dire. Non. Aujourd'hui, si vous voulez, quand vous rentrez chez nous, l'idée c'est de ne pas faire un sprint. C'est vraiment un marathon, il faut le voir. On prend le temps, on se prépare physiquement, intellectuellement, enfin comme le marathon, hein, juste à pause, mais pour que derrière, en fait, l'aventure soit belle, il faut prendre le temps de se former et on fait les fondations et ça nous amène à faire un joli parcours. Mais d'ailleurs, on a fait un plan de carrière sur 8 ans. Voilà. Certains peuvent aller plus vite, mais sur 8 ans, en partant sur des bases très accessibles. Vraiment. Donc, on arrive à des jolis résultats dont on sera un plaisir de leur parler. Oui, on attendra la fin de l'année. Voilà. Et nous, chez nous, la grosse diff, ça va être la formation en interne qui va être poussée plus. Donc il y a toujours un tuteur. Là, en l'occurrence, il y en a 2, il y a Sébastien et moi. Et là, on a 9 agents commerciaux qui sont formés, qui sont sur le terrain. Voilà. De Rémi, hein, notre premier agent qui nous a fait confiance, parce que c'est quand même pas rien quand tu rentres dans un réseau et que tu connais juste les fondateurs,
mais que toi, tu n'as rien à voir dans l'immobilier, c'est pas rien de faire confiance à ces gens-là. Et puis on était Donc, en à nous. pleine structuration. Et on C'était était pas en pleine parfait, quoi. structuration. Rémi, aujourd'hui, vas-y, je te laisse en parler un petit peu de Rems, mais Ben, Rémi, déjà, il faut savoir que bon, il a une vie de famille, donc nouvellement papa, voilà. pour la deuxième fois. Oui, fonctionnaire, donc pas de chômage. Pas de chômage, exactement. Hein. Donc il pouvait pas faire n'importe quoi, donc il pouvait pas se lancer à temps plein. Donc nous, comme il nous fait confiance au départ, et ça nous permet aussi nous de... Et il était ok avec ça, on était transparent du fait de tester un peu nos formations, de voir ce qui marche. Il a une vraie formation sur mesure. Il s'est lancé à temps partiel. C'est quoi? C'est 20% du temps, 30% du temps? Il restait travaille 70%. sur 35 heures, il a dédié 10 heures à l'immobilier. Voilà. Il a un contrat de 25 heures avec sa boîte. Voilà. Et là, on arrive, donc il a commencé réellement l'activité en mars 2023. Là, nous, on est en octobre. Et je pense qu'il va arriver à doubler ses revenus, quoi. Par rapport à son revenu de Fixe référence qu'il a, de annuel, référence. il Il va faire la même chose autant en à la 10 ans. fin d'année, alors que c'est une première année, qu'il y a 30%. Ouais. Il y a plein d'actions qu'il ne peut pas mettre en place, donc il est super content. Donc lui, ça a toujours été son objectif de basculer à temps plein. Il va bientôt, je pense, pouvoir... Il s'en rapproche là, il clairement. s'en rapproche. Alors oui, pour moi c'est très intéressant d'acheter pour louer. Après, en fait là, ce qu'il faut vraiment maîtriser, c'est toujours pareil, c'est un peu les fondations. C'est-à-dire, c'est la fiscalité. Aujourd'hui, moi je vois trop de clients qui vont investir dans la pierre en disant oui, j'aimerais acheter je veux dire un T3, voilà, un T3 voilà, pour y mettre un locataire et pour vivre à terme du locatif. Donc quand on commence à parler avec ces clients-là un peu de fiscalité, en leur expliquant la différence entre le meublé, le non meublé, souvent les gens déjà ils confondent entre un bail meublé, ils pensent que des fois c'est 3 ans, alors que c'est qu'1 an la durée du bail, et l'inverse, l'autre c'est 3 ans quand c'est en non meublé. Mais la grosse différence c'est que en France ils font exprès, il y a ce qu'on appelle un abattement forfaitaire. Quand tu choisis par exemple, tu pars sur du meublé. Tu vois, tu vas faire du meublé. Donc tu vas avoir dans ton imposition, tu vas choisir ou l'abattement forfaitaire de 50%, en meublé c'est 50% et en non meublé c'est 30%, ou au réel. Et le gros avantage fiscal, c'est de partir avec du LMNP, donc loueur meublé non professionnel, au réel. D'accord? Parce que là, en fait, à la différence de l'abattement forfaitaire de 50%, c'est que tu vas pouvoir créer un amortissement fiscal du bien. Et du coup, tu vas pouvoir gommer toute ton imposition. Alors ça, on l'explique à travers des formations. Oui, c'est un peu technique. C'est un peu technique et il faut un comptable pour faire ça. D'ailleurs, on a des prix aussi avec les partenaires pour les comptables. NP, donc du meublé, on recommande souvent des plus petites surfaces, parce que les gens qui cherchent du meublé, ils cherchent plus des studios, des T2. Donc si tu pars faire du T4, bon, tu peux faire toujours la coloc, mais c'est plus complexe. Sinon, il y en a qui partent en non meublé. Donc en non meublé, c'est là où tu as un peu plus de dégradation parfois aussi. Sur les petites surfaces, tu peux faire aussi de la courte durée, c'est autre chose. Donc sur des stratégies d'investissement locatif, ça c'est notre point de vue, mais on recommande souvent le LMNP, les petites surfaces, faire du meublé et enchaîner comme ça. Selon tes envies. Si tu Selon ses envies, bien sûr. C'est ça. Tout dépend après de ta stratégie parce que, imaginons, tu vois, tu vas acheter, je sais pas moi, pour tes vieux jours, un bien sur Biarritz. Voilà, tu vas acheter du coup un joli appartement, un T3. Ben, l'idée dans tout ça, et en attendant ta retraite, imaginons ta retraite c'est dans 10 ans, donc tu veux aménager dans cet appart dans 10 ans, tu vas acheter un appart avec un taquet de travaux, c'est ce qu'on va te conseiller du moins, pour faire ce qu'on appelle du déficit foncier. Ça veut dire que tu vas générer énormément de charges en travaux, et ces travaux-là, tu vas pouvoir les abattre sur les 10 prochaines années également. Donc ça veut dire que pendant tes 10 prochaines années de propriété, tu ne paieras pas d'impôt par rapport au revenu locatif que tu vas percevoir. Parce que quand tu vas dire que tu gagnes par exemple 10 000 euros de revenus locatifs sur cet appartement, mais que tu as dépensé 100 000 euros en travaux, eh bien, ça veut dire que tu vas avoir un déficit à chaque fois. Sur la première année, il te restera encore 90 000 euros à abattre. Deuxième année, 80 000 euros. Et ça va te ramener à tes 10 ans. Et à la fin, tu seras propriétaire d'un truc où tu auras payé 0 euros d'impôt, parce que tu auras fait tous ces travaux-là. Et tu l'auras. Ça, c'est sur du non meublé par contre, tu vois. Et ça te permettra de devenir propriétaire d'un joli bien à Biarritz. Tu vois, par exemple, il y en a, ils vont acheter du neuf. C'est la plus grosse des conneries, en fait. Quand tu es tout jeune, il ne faut jamais acheter en neuf. Parce que tu vas acheter un bien neuf, tu es célibataire, tu gagnes bien ta life, super.
Donc le mec en face, il va te dire, le commercial, bah ouais, donc là vous allez économiser sur 6 ans, 9 ans ou 12 ans, je sais pas moi, peut-être 25 000 euros d'impôts. Sauf qu'entre-temps, imagine ta situation elle change. Je sais pas, Sébastien il va rencontrer la femme de sa vie. Voilà, il va pas avoir un enfant mais des jumeaux. Ça veut dire qu'en gros il paiera même plus d'impôts. Sauf qu'il va avoir un bien sur lequel il va s'être engagé sur 9 ans et qui va lui coûter de l'argent puisqu'il n'aura rien à abattre en impôts en fait, tu vois. Et qu'il aura payé très cher aussi. Et qu'il aura surpayé au départ, tu vois. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a la profession de conseiller patrimonial qui rentre en ligne de mire et qui est adaptée en fait selon les besoins. Mais il faut vraiment prendre le temps de réfléchir le projet pour choisir la meilleure stratégie fiscale pour t'amener en fait à t'enrichir, mais sans payer d'impôts. Tu vois. Voilà. C'est ça en fait la plus grande des richesses, c'est économiser l'impôt. Tu vois. Là, t'es en meublé déjà. Là, tu es forcément meublé. Des petites surfaces. Donc après, tu peux garder la même imposition en effet. Après, il y a des taxes supplémentaires maintenant. La location de courte durée, selon où on se situe en France, il y a des restrictions. Donc il faut vraiment s'adapter à là où on vit. De toute façon, il peut y avoir des taxes supplémentaires. Notamment la TVA, je te coupe. Oui, oui. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font la location courte durée, mais ils font ça en mode à plein temps. Tu vois. Oui. Donc ça vient concurrencer directement les hôtels. hôtels. Donc là, la para-hôtellerie a gueulé un petit peu. Donc ils sont en train de mettre une taxe. Dès que tu vas leur proposer du service comme petit déjeuner, je sais pas moi, le changement de drap, etc., tu peux être assimilé à une activité hôtelière. Et donc du coup, devoir la TVA. Donc il faut faire gaffe quand tu deviens un gros bailleur. Mais sur des petits, si je veux dire, si tu as un ou deux apparts, tu peux louer en courte durée, tu vas exploser tes revenus. Mais par contre, ça va te demander d'être assidu. C'est une autre organisation, c'est du travail derrière, ou alors il faut déléguer, mais ça a un coût. On paie plus de charges parce qu'on a toujours les charges électriques. Faut prendre tout en compte. Des fois, au final, souvent, on a un peu les mêmes parcours qu'on voit. Il y en a qui essaient beaucoup de courte durée. Ils en reviennent parce que c'est attractif au départ, mais ça prend du temps, de la gestion, des problèmes. Alors, ils partent souvent après, plus tard, sur de la longue durée. C'est un peu la folie, on sort d'une période faste en immobilier, le marché haussier. C'est pour ça aussi que même dans la profession d'agent immobilier, il y en a qui souffrent actuellement. Et même des notaires aussi. Et des notaires qui souffrent, il y a des études qui ferment parce qu'il y a beaucoup moins de... Les transactions ont du mal à aboutir parce qu'on est pris en tenaille. Il y a d'un côté les taux qui remontent, donc des gens qui doivent emprunter, qui n'ont pas leur emprunt. Et d'un côté, des vendeurs qui ne sont pas forcément prêts à baisser les prix pour devenir accessibles aux gens qui doivent emprunter, qui ont baissé leur capacité d'emprunt. Du coup, on est un peu entre deux. Donc, s'il n'y a pas un alignement, eh bien, il n'y a pas de vente. Et donc, il y a des professions qui en souffrent et des gens qui ont des problèmes pour se loger. Donc, ça a un impact aussi sur le marché locatif. Parce que les gens ils ont du mal à emprunter. Du coup, ils sont obligés de louer. Il y avait beaucoup de tensions, du moins chez nous, mais je pense dans beaucoup de régions pareil. Du coup, les loyers ont pris en un an des niveaux en moyenne. Du studio au T3, on est entre 50 et 100 euros par mois en plus, quoi. Sur des nouvelles locations. Sur des nouvelles locations, c'est énorme. Un qui partait là, tu reloues même 100 euros. Sur les T2, c'est 100 euros de plus. Donc c'est quand même assez important, quoi. Pour revenir là-dessus, depuis un an, en juin dernier, on était aux alentours de 2% sur 20 ans. Là, aujourd'hui, en octobre, on a eu même des clients, ils ont eu du 5% sur 20 ans. Donc c'est énorme. Hein. Aujourd'hui, il y a un an et demi, quelqu'un qui avait une capacité d'emprunt de 300 000 euros, aujourd'hui, il est à 217 000 euros. Donc on n'est plus du tout sur le même projet. Pour emprunter 300 000 euros aujourd'hui, il faut au moins avoir que le foyer ou que la personne seule elle gagne 6 000 euros presque. Donc là, on passe déjà sur des tranches minoritaires de la population. 300 000 euros, il y a beaucoup de maisons qui un peu confortables qui valent ça. Donc soit ils réduisent leurs envies, soit les vendeurs baissent, mais c'est normal aussi, ils veulent préserver un peu leur prix. Donc c'est un petit peu compliqué le marché. Là. Puis il y a deux types de vendeurs. Il y a celui qui va être obligé de vendre parce que décès, divorce, mutation. Donc celui-là, il a intérêt à être vraiment à l'écoute du prix qu'on va estimer parce que vu que si on prend le calcul pour un bien à 300 217, il y a 83 000 euros de perte de pouvoir d'achat en l'espace d'une année, tu divises ça par 12,
ça te ramène, allez, j'ai pas la calculette, mais genre à 6008, 6009 par mois de baisse perte de de capacité. pouvoir d'achat pour un acheteur. Donc le gars qui est pas au bon prix, il y a 6 mois, tu vois, qui met 6 mois à se dire, allez, je me mets au bon prix, mais il a perdu déjà plus de 40 000 euros. Enfin, c'est la folie. Donc celui qui est vraiment obligé de vendre, il faut vraiment qu'il soit à l'écoute d'un agent immobilier qui va lui faire une bonne étude de marché. D'ailleurs, on est là, hein, easybien.fr, si vous avez besoin. Ouais. On se fera un plaisir sur le secteur de Pau de venir vous faire une estimation précise. Et il ne faut pas hésiter aussi à aller demander une, deux ou trois estimations pour avoir 3 points de comparaison, c'est pas mal. Il y a les frais d'agence qui rentrent à une demi-heure, ok, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment aussi la méthodologie du pourquoi, du comment j'arrive à vous donner ce prix-là. Des fois, nous, on voit des clients qui nous disent, ben, il y a un agent immobilier qui est passé, il nous a fait une estimation, ok, donc si c'est pas indiscret, dans quel montant, ben, on ne sait pas trop où se placer. Ah bon, pourquoi? Tu te rappelles la dernière fois là? Il y avait 40 000 euros ou 50 000 euros de fourchette sur un bien à 300 000, ben, vous vendrez entre 300 et 255. Ok, où est-ce qu'on place le curseur? Ah, c'est trop gros, quoi. Déjà, si vous avez des gens qui estiment les biens comme ça, posez-vous la bonne question de savoir s'ils sont fiables ou Faire pas. venir d'autres personnes, quoi. Ouais, surtout faites passer quelqu'un d'autre. Nous, pour des estimations dans les 300 000 euros, on vous donne une fourchette d'estimation de 20 000 euros max, même entre 15 et... Parce qu'on est sûr de ce qu'on fait, parce qu'il y a une vraie étude de marché qui est faite avant de remettre un dossier d'estimation. On n'est pas les seuls, mais il y a aussi malheureusement beaucoup de personnes qui... Et parce qu'on parle Faut de pas votre argent. Ouais. C'est pas notre argent en fait. Donc c'est vraiment important de se mettre à la place de vous et de vous faire gagner le plus d'argent. D'où les commissions basses pour vous ramener un prix net vendeur plus important. C'est-à-dire que nous on préfère rogner et vous donner plus en net vendeur pour vous que de nous prendre en commission. Surtout sur un marché tendu où si on joue pas le jeu à baisser, à avoir des forfaits de commission pour moi honnêtes et en lien avec le marché, c'est pas réglo quoi. Mais bon, après, c'est chacun qui se le voit. Ouais, chacun se le voit. Je dis pour tous les gens qui nous écoutent et qui veulent se lancer dans l'immobilier, à investir, honnêtement, investissez un peu d'argent, ça vous fera gagner du temps et beaucoup d'argent, clairement. On a une formation qu'on a créée et en fait c'est hyper accessible. Si vous suivez nos contenus, on essaye de vulgariser énormément la profession et les termes juridiques, etc. Donc c'est hyper accessible cette formation et ça vous permettra par rapport à vos souhaits de créer votre propre stratégie d'investissement et que vous allez tenir et vous allez vous figer là-dessus et vous allez avancer. On fait le tour de toute la fiscalité autour de l'immobilier et on vous mettra le lien en description de cette vidéo. Avec les différents régimes fiscaux Voilà, et ce qui seront adaptés par rapport à votre imposition. Parce qu'encore une fois, il faut vraiment maîtriser ça parce que si tu achètes un appart, ça va, tu vois, tu vas payer des impôts, mais ça fait super chier. Oui. Voilà, moi j'ai des clients, notamment je pense à un, il va être content d'entendre ça, 30 appartements, il paye Walou en fiscalité. Donc lui, il n'est même plus loueur meublé non professionnel, il est loueur meublé professionnel. C'est encore un autre statut, mais que j'explique dans la formation, je ne vais pas vous l'expliquer là. Mais il paye rien du tout. Il arrive à zéro. C'est impressionnant, alors qu'il a je ne sais combien de recettes par an de loyer. Donc on va te faire un code promo qu'on va faire aussi à tout le monde. Là. Non, enfin, On le mettra en description. Voilà, on le mettra en description si vous êtes intéressé. Il faut vraiment que tu t'intéresses à ta fiscalité et que tu regardes ces 2 heures de formation pour vraiment choisir ta propre stratégie fiscale. Clairement, tout dépend de ta stratégie. En fait, si ta stratégie c'est de revendre le bien genre 2 ans plus tard, en résidence principale. En résidence principale pour éviter toute fiscalité, ok. Résidence secondaire, 36,2% au total d'imposition, surtout toutes les plus-values au maximum. Avant la 6e année. Avant la 6e année, ouais, exactement, parce qu'après il y a des abattements, etc. Voilà. Si ton souhait c'est genre d'acheter, de retaper et de revendre pour faire une belle plus-value, tu peux faire les travaux toi-même. Le truc, c'est que dans le cadre d'une revente, en fait, tous les corps de métier qui vont passer dans le cadre de l'artisanat, ils vont être soumis à des garanties décennales. Et ils vont devoir te fournir, et ça d'ailleurs je le dis à tout le monde, surtout quand vous prenez un artisan, veillez bien à ce qu'il ait son attestation de garantie décennale à vous fournir. Okay, comme ça, si vous voulez, le jour où vous allez signer chez le notaire, si les travaux ont moins de 10 ans, quand le notaire va vous demander est-ce que vous avez une attestation de garantie décennale par rapport au carrelage qui a été refait, si c'est toi qui les as fait ces travaux-là, malheureusement tu ne pourras pas la fournir. Donc ça voudra dire que ça va être toi
qui va en être responsable sur les 10 prochaines années. Ok? Si par contre, c'est ton artisan qui est venu faire ça, tu fournis ton attestation de garantie décennale et là, c'est lui qui en prend la responsabilité, ok, en cas de souci. Si par contre, tu as un statut de marchand de biens, là, tu es forcé d'avoir en fait faire venir des artisans pour avoir ces attestations-là, comme ça te couvre aussi. Et même normalement, tu es censé avoir une dommage ouvrage, ok, une assurance dommage ouvrage pour te couvrir aussi. Et couvrir surtout ton futur acquéreur. Dommage ouvrage peut-être. Alors pour faire simple, la dommage ouvrage, c'est un peu la reine mère des assurances, c'est-à-dire que elle va être au-dessus, donc elle est obligatoire hein, normalement, mais il y en a encore qui ne la fournissent pas, qui l'ont pas, qui ne la souscrivent pas, pardon. Donc en gros, tu as l'assurance dommage ouvrage, et en dessous, tu as les artisans qui font les travaux. Les artisans qui font les travaux, ils sont censés donc te fournir toutes leurs attestations de garantie décennale. Si tu vends ton bien et que la 5e année, tu as tout qui fissure, tu vas te retourner vers l'artisan qui va appeler son expert, etc. Donc si tu n'as que les attestations de garantie décennale, ça va être une guerre entre experts, entre le maçon qui a fait la chape, entre le carreleur qui est venu, entre le plombier qui a fait le chauffage au sol. Les travaux sont jamais réalisés tant qu'ils n'ont pas trouvé qui est le fautif. Et c'est une guerre entre experts pour éviter de payer le moins possible. Quand il y a le dommage ouvrage au-dessus, elle ne va pas chercher à savoir. C'est-à-dire que tu as les mêmes fissures, l'assurance dommage ouvrage, elle va engager les travaux, et après elle va chercher à savoir qui est responsable en fait de ces malfaçons. Voilà, donc ça te fait gagner énormément de temps et d'argent. Il faut savoir que si tu passes par un constructeur de maison individuelle, lui, il est obligé de souscrire un dommage ouvrage, sinon il pourrait fermer sa boîte. Par contre, un maître d'œuvre, il est censé te la proposer et après tu peux trouver toi aussi à côté des partenaires. Aujourd'hui, il y a plein d'assureurs qui assurent en dommage ouvrage. D'ailleurs, on a un partenariat aussi. Donc ça aussi, si vous êtes intéressé, on vous mettra le lien en dessous, là, dans la description. C'est disponible et facilement trouvable sur hellobien.fr, mais ouais, en voilà. résumé, si tu fais les travaux toi-même, il faut bien les faire. Tu vas économiser si tu veux un petit peu la main-d'œuvre, mais tu sais que tu vas être responsable si tu revends dans les 10 ans, quoi. Et si tu veux faire par exemple du déficit foncier, c'est-à-dire pas payer d'impôts en montrant que tu as énormément réalisé de travaux, etc., là il faut que ça soit fait par les artisans. Voilà. Pour pouvoir les intégrer, les factures. Et normalement, quand on fait du déficit foncier, à savoir, c'est des travaux esthétiques en fait. Ça, c'est pas censé casser des cloisons, tout ça, ça ne rentre pas en fait. Si l'expert comptable est un peu pointilleux, il peut t'embêter avec ça, tu vois. Et te dire, ben non, les gros travaux structurels, là, je les prends pas en ligne de mire, donc je te les amortis pas. Là, c'est les boules, quoi. Pour ça que le conseil te fera toujours gagner du temps. Tu vois, nous, la formation, on la vend 297 sans code promo. Ouais. Mais clairement, elle te fait gagner, rien qu'à la sortie, sur ta propre imposition. Même chez le comptable, avec l'accès à notre partenaire comptable qui peut travailler à distance, tu économises 200 € la première année sur ta déclaration. Ouais, sur la déclaration. Alors, on va faire avec ce qu'on a. Par rapport au DPE. Ils ont dû dire ça, pourquoi? Parce que c'est peut-être pas réalisable sur certaines copropriétés. Et en fait, leur réglementation par rapport au DPE, elle est vachement inégale entre des logements, par exemple, qui vont être classés au niveau des bâtiments de France, où tu vas être obligé d'être sur du bois, que ça va coûter un bras à un propriétaire de faire tous ces travaux-là pour le remonter en B. Parce qu'en fait, avec la loi climat et résilience, ils ont une politique d'améliorer énergétiquement tous les logements à fin 2034, je crois que c'est ça, Seb? Oui, je crois que ça va même plus loin, mais là, l'horizon, on voit jusqu'à 2034. Ouais, voilà, 2034. Et donc, du coup, en fait, on est obligé de faire un audit énergétique. Donc, imaginons tu fais ton DPE, tu es classé en G ou F. Si tu es en copropriété, ça veut dire que tu ne vas pas être imposé de faire des travaux énergétiques, mais par contre, pour la location, ça va avoir un impact très important. Seb va te l'expliquer après. Et pour les maisons, par contre, en monopropriété, ok, après, tu peux avoir des immeubles en monopropriété, c'est qu'il y a un seul propriétaire qui tient ton immeuble. À ce moment-là, si tu es classé en GOF, tu es obligé de faire un audit énergétique. En plus de ton DPE, ton diagnostic immobilier. Donc ça coûte entre 600 et 1200 € à peu près. D'ailleurs, on a un partenariat pour tous les particuliers qui veulent faire leur diagnostic immobilier, s'ils veulent vendre. Vous avez juste à aller sur hellobien.fr, il y a juste vos coordonnées à mettre, vous êtes recontacté, on vous fait moins 30% quand même sur tous vos diagnostics. Ça, c'est parce qu'on leur amène un trafic, donc ils jouent le jeu en fait des diagnostiqueurs pour vous faire des bonnes remises. Donc merci
Hello bien. Du coup, ton audit énergétique, une fois qu'il va être fait, ça va être pour reclasser énergétiquement ta maison en B, voilà, c'est vraiment le souhait, ou en C. En sachant que cet audit énergétique, il va lister tous les travaux à réaliser pour remonter ta classification énergétique. Donc, il est obligatoire pour le vendeur, mais par contre, il est aucunement obligatoire pour l'acquéreur de faire les travaux qui sont recommandés. C'est ça qui est fou. Ça veut dire que le gars, l'acheteur va se servir de cet audit énergétique pour négocier sa monopropriété, mais par contre, il n'est pas tenu de faire ces travaux-là. Prenez un bon agent immobilier pour vous défendre vos prix Voilà. et la négociation aussi. C'est le meilleur des conseils là, dans ces cas-là. Exactement. Ouais. Donc là, c'est vrai que c'est très très dur pour beaucoup de propriétaires, tous les gens qui ont des logements en monopropriété, avec des simples vitrages, choses comme ça, là, ou des systèmes de chauffage, des vieux radiateurs électriques, c'est sûr que ces prix, enfin, ces biens-là, il y a une grosse décote, en plus des taux d'intérêt qui sont en train d'augmenter à la folie. Après, il faut se dire aussi que le prêt à taux zéro, il est maintenu sur les biens où il y a beaucoup de travaux à réaliser, au moins 25% de la somme totale du budget à réaliser en travaux. Donc vous avez droit à un prêt à taux zéro si vous êtes primo-accédant. Donc ça peut être intéressant pour les primo-accédants au vu des taux. Et vous pouvez emprunter des fois jusqu'à 40% à taux zéro. Voilà, donc ça c'est cool. Et il y a un autre impact de cet indice énergétique, de ce DPE, que Seb va vous détailler rapidement, pour pas rentrer dans mais voilà, pour la location. Pour la location. Pour la location, du coup, aujourd'hui, pour améliorer le parc, le gouvernement, il interdit la location de tous les logements en G qui sont supérieurs à 450 kWh, ça c'est aujourd'hui, les nouveaux. Ouais, c'est ça. Voilà. En 2025, tous les logements en G, interdiction de louer. Donc soit ces gens-là, ils vont devoir rénover leur appartement, mais des fois c'est des choses compliquées. S'il y a de l'isolation à faire, que c'est par l'intérieur, on réduit la surface, donc ça va être compliqué la mise en place. Soit ils vont revendre pour quelqu'un qui a la surface financière de le faire. Donc il y aura peut-être aussi des coûts à faire en immobilier grâce à cette loi. Au détriment toujours du vendeur. C'est bien pour quelqu'un et c'est mauvais pour l'autre. Ouais, et du coup après ça continue. Donc les logements F seront interdits à la location en 2028 et les logements E en 2034. Donc faites bien attention, mais je crois que beaucoup d'acheteurs en sont conscients. Quand vous achetez, regardez les performances énergétiques de votre logement. Oui, clairement. Les gens sont avertis quand même. Ouais, mais après, il faut pas. Et puis n'hésitez pas, alors ça aussi, nous on reste agent immobilier, on connaît pas mal de choses, mais pas tout en fait. Oui. Et c'est pas notre métier diagnostiqueur. Donc n'hésitez pas, quand vous avez le rapport du diagnostic, à tout simplement aller appeler ce diagnostiqueur qui lui se fera un plaisir de vous renseigner sur le sujet. Parce qu'il y a des textes, des fois c'est écrit, ça fait peur, alors qu'au final, tu désamorces. Par exemple, pour des anomalies électriques, il va y avoir que la douille, il va marquer danger immédiat, changer, remplacer de suite parce que risque de contact direct. En fait, c'est une douille de chantier qu'il y a, tu vois. Donc, cool, il faut juste mettre une ampoule. Voilà. Déjà, en fait, il faut être le plus neutre possible dans sa décoration. Essayez de ne pas faire des murs rouges en peinture, etc. Faire quelque chose de plutôt soft. De tenir son logement très propre avant la visite. Si vous avez des jolies baies vitrées, n'hésitez pas à ouvrir les fenêtres, sauf si vous donnez sur un axe ultra passant, bien sûr. Quand bien même, les gens, ils sont pas cons, hein, donc ils vont regarder, ils vont voir qu'il y a la route. Mais c'est surtout d'ouvrir, de tirer bien les rideaux en grand. On a un partenariat avec un photographe et on peut intervenir partout en France pour le coup. Donc vous avez une réduction et surtout des photographes de qualité qui du coup pour des particuliers ou des fois c'est un peu plus compliqué à faire, ceux qui veulent faire même des vidéos immersives, des visites virtuelles, ils peuvent, il y a tout à disposition. Donc sur hellobien.fr vous y allez, il y a le code promo de disponible. Et après vous avez juste à mettre le lien de la visite virtuelle sur notre site et voilà, mais tout est nickel quoi. La cuisine, aujourd'hui, on remarque que beaucoup d'acheteurs font attention à ça. Et j'ai beaucoup de clients qui me disent est-ce que la cuisine est complètement équipée, est-ce qu'elle reste, etc. Et on va voir que sur des cuisines qui sont de moyenne gamme ou pas très esthétiques, souvent, les gens vont essayer de négocier. D'ailleurs, nous, à ce sujet, on a un partenariat, par exemple, avec un cuisiniste. On a été chercher ce partenariat-là parce que j'ai des clients qui me demandent des fois, avant de mettre en vente,
est-ce qu'il est bon, Benjamin, de changer la cuisine? Donc on s'est dit, pourquoi pas essayer de trouver un partenariat solide. Donc ils sont situés à Lons, c'est Cuchinet et Loube, et là aussi on pourra vous donner un code promo, ça vous donne droit. 25% sur le mobilier de la cuisine, donc c'est vraiment un gros budget. Ouais. Et là, vous nous contactez, et selon la région où vous habitez, on verra s'ils peuvent intervenir, mais ils ont un gros rayon d'action. Voilà. Voilà. Et du coup, et puis moins 25% sur le mobilier, ça reste quand même important. Et c'est valable aussi pour les acheteurs. Là, on parle des vendeurs, mais Ouais, bien sûr. l'acheteur bien sûr. qui veut rénover son appartement, autant en profiter. Oui. Donc c'est pour ça qu'on a été chercher ce partenariat-là, parce que si, admettons, un acheteur veut négocier, il va partir sur un chiffre rond de 10 000 euros pour une cuisine. C'est tout le temps ça. Sauf qu'aujourd'hui, de refaire sa cuisine, par exemple, avec notre partenaire, en moyenne, tu peux t'en sortir pour des jolies cuisines quand même, entre 5 et 6 000 euros. Tu arrives à avoir une jolie cuisine. Ça vaut le coup, clairement, tu gagnes 4 000 euros juste en changeant ta cuisine. Voilà. Mais parce que ça, c'est quand même assez. Ça a de l'impact. Ça a de l'impact, la cuisine. La salle d'eau, c'est pareil, c'est bien qu'elle soit carrelée. Et puis après, voilà, quand se Pas se tromper sur le prix pour les vendeurs, hein, c'est surtout ça aussi. Avoir un bon conseil. Ouais, le bon conseil, c'est faire venir au moins une, voire 2 ou 3 agences pour avoir vraiment plusieurs avis sur son bien. Et ça va te permettre de bien adapter ton prix au marché. Quand même, le conseil qu'on donne la plupart du temps, c'est les gens, quand ils veulent vendre, ils n'ont pas forcément envie de réinvestir dans leur maison Ils sont sur le départ. ou de se lancer sur des travaux, et on le comprend tout à fait. Là, on vend en l'état les 3 quarts du temps, donc il faut mettre un petit peu au propre, ranger si on peut, mais il y a aussi des biens en travaux ou pas finis, et c'est juste, il faut bien positionner le prix. Et souvent, les 20 000 euros de travaux que tu aurais pu faire pour l'embellir, tu les récupérerais pas sur le prix, donc autant vendre en l'état. C'est le conseil qu'on donne quasi tout le temps. Voilà. Surtout sur un marché baissier. Parce qu'on est un marché baissier. Ouais. Parce que, imagine, allez, tu te dis, vas-y, je me chauffe, je fais 80 000 balles de travaux, ok? Sur un bien que tu as acheté 17 000 euros. Donc tu arrives à 300 000. Tu te dis, ouais, vas-y, j'ai envie de marger, je vais mettre à 350. Sauf que, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que en un an, les acheteurs, ils ont perdu sur des projets à 300 000, 80 000 euros de pouvoir d'achat. Ça, c'est pas Bibi qui l'invente, hein, c'est des chiffres des banques, des notaires, etc. Donc on peut le retrouver facilement. Donc ça veut dire que tous les travaux que tu vas avoir investis, ben, finalement, tu vas peut-être vendre à des acheteurs qui vont avoir 220, 230 de budget, alors que tes acheteurs, ils avaient 300 000 de budget il y a un an. Et du coup, tu vas perdre énormément d'argent. Donc c'est vraiment de se dire, est-ce que je peux minimiser les travaux? Peinture, c'est des frais qui ne sont pas très importants, dépersonnaliser, blanchir. Je sais pas, voilà, les sols, c'est la vieille moquette. Effectivement, tu arraches la moquette et tu mets un petit parquet sympa. De suite, ça a un autre cachet. Voilà. Mais c'est des coûts qu'on arrive à maîtriser sans. Et puis, quand tu fais tes travaux, tu prends toujours le risque que ça plaise pas aussi aux acheteurs et qu'ils refassent les nouveaux travaux que tu as fait. Ouais. Franchement, tout dépend de ton niveau de bricolage. Tu vois. Si tu veux maîtriser les coûts, que tu te chauffes juste à faire peinture et sol, là tu peux le faire par toi-même. Par contre, si tu commences à casser une cloison, refaire du placo, et si c'est toi qui fais les travaux, il faut que ça soit nickel. Parce que moi je vois trop de clients qui me disent ouais, alors ils ont fait les travaux, mais le truc c'est qu'on va tout péter, tout refaire. Voilà, parce que c'est mal fait, parce que c'est déjà un peu fissuré, ça plaît pas. Donc ce que tu fais, fais-le bien. Si tu sais pas faire, va pas te chauffer à essayer de faire un truc que tu vas pas maîtriser et malheureusement qui va pas embellir ton bien, ça va créer encore du stress pour l'acheteur, il va vouloir négocier, etc. etc. Et vendre en l'état, parce qu'aujourd'hui il y a quand même tout qui se vend, c'est souvent une affaire de prix. C'est tout le temps une affaire de prix. Pour pas perdre d'argent, il faut vendre vite si vous voulez vendre, pas attendre, vous vendrez mieux aujourd'hui que dans 6 mois dans la période actuelle. Donc quand on dit on n'est pas... Franchement, il faut que vraiment, le vendeur qui est obligé de vendre ou qui veut vraiment vendre dans l'année, il faut qu'il y aille, quoi. Il ne faut pas attendre une potentielle hausse du marché. Là, j'ai vu un monsieur. Ouais, mais attendez, si je mets une pompe à chaleur 15 000 euros, je pense que je vais pouvoir vendre 25 000 euros plus cher. Mais je dis, mais déjà, les taux d'intérêt continuent de croître. Donc peut-être que votre maison, vous la vendrez encore moins cher que ce qu'on estime aujourd'hui en ayant fait ces travaux-là. Mais après, il y en a qui sont, chez nous, on dit cabourutes, ils ont la tête dure, donc ils n'ont qu'une idée en tête, et puis on respecte. Hein. Mais c'est tout ce qu'il ne faut pas faire pour moi. Je pense qu'il vaut mieux adapter son prix direct et vendre tant que le marché est pas mal, quoi.